Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Néagramme. Aujourd'hui, nous allons parler du couple. De nouveau, nous allons voir ce qui est peut-être la problématique première, la plus profonde du couple. J'avais déjà fait une vidéo concernant le couple et je l'avais appelée, je crois, les 9 souffrances ordinaire en couple. La vidéo est ici. Et donc, effectivement, lorsque l'on découvre notre personnalité énéagramme, eh bien, est mis en lumière beaucoup de problématiques, d'émotions refoulées, inconscientes, un mode de fonctionnement sous stress, et qui explique naturellement pourquoi, dans telle situation, l'autre avec qui je suis en couple me touche positivement, et on avait vu dans cette vidéo plutôt parfois négativement. Donc, j'ai fait aussi des vidéos qui parlent des relations finalement et d'une manière générale. Lorsque vous avez un peu plus de connaissances concernant l'énéagramme, que vous avez une vision un peu plus globale, vous pouvez vous demander, mais est-ce qu'un 6 et un 3, c'est une relation OK au travail? Est-ce que le 2 et le 7, ça marche bien? Et effectivement, il y a une météo qui est juste, hein, parce que c'est un outil prévisionnel. Voilà, fort. Ça va vraiment pointer qu'est-ce qui se passe encore une fois quand on va mal et qu'est-ce qui se passe quand ça va bien. Néanmoins, le couple, pour moi, il y a une dimension supplémentaire dans le couple qui est encore plus prégnante que quand on parle effectivement d'une relation classique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo comme étant peut-être mettant en lumière la problématique la plus profonde concernant en réalité peut-être l'humain. Et on va voir ça à travers le couple. On va y revenir dans une deuxième partie de la vidéo. Si vous découvrez l'énéagramme avec ces vidéos, rassurez-vous, on n'est pas un numéro. L'énéagramme a un système ancien, profond, et c'est un outil complet. C'est, on pourrait dire presque c'est une figure cosmologique déjà, et à ce titre-là, on pourrait déposer beaucoup de connaissances une fois que vous avez compris comment cette figure s'articule. Donc le premier enjeu, découvrir sa personnalité énéagramme, mais on n'est pas un numéro. Dans ce sens-là, on peut dire que l'énéagramme montre de manière assez fascinante les 9 manières dont le mental filtre l'expérience. Ce n'est pas la vérité qu'on a vue, c'est une évidence, sinon tout le monde verrait à travers certains événements la même chose et on se rend compte que c'est très loin d'être le cas. Donc naturellement, eh bien, l'énéagramme, une fois que vous avez découvert la manière dont votre mental filtre l'expérience, va vous offrir toute une gamme, j'allais dire, un éventail de travail possible sur vous-même. C'est intéressant, vraiment. Vous allez pouvoir utiliser et observer votre attention première, votre compulsion énéagramme, votre tendance passionnelle, votre orgueil énéagramme. C'est tellement riche l'énéagramme et ça a peut-être été un peu vulgarisé ces dernières années. Et c'est aussi dans ce but-là que cet atelier est proposé, redonner un petit peu, j'allais dire, de rondeur, redonner de la profondeur à ce système. Donc, effectivement, vous avez découvert votre structure, admettons, et vous avez même peut-être une vision de l'énéagramme de l'autre, de celui qui partage votre vie, et vous vous demandez si c'est une bonne ou une mauvaise relation. Et je pense que c'est très négatif de procéder ainsi, même si des auteurs références et des ouvrages références parlent effectivement des relations de couple et de l'énéagramme. Pour moi, c'est une mauvaise idée pour deux raisons. Parce que quand on partage vraiment la vie d'une personne, eh bien, au sein d'une même journée, l'être en face de vous va être changeant. Et c'est tout à fait normal. Il suffit qu'il attaque le début de journée dans une aile et il finisse sa journée dans l'autre aile. On va prendre un cas concret et puis vous avez l'impression que la personne est changeante. Non, elle n'est pas changeante. C'est juste qu'à un moment donné, le couple n'est pas en réalité tout le temps là. On n'est pas tout le temps en couple, en réalité. Bien sûr que, on va dire sur le papier, pour le mal le dire, on est tout le temps en couple. Mais en réalité, bien souvent et dans bien des situations, on est seul. Alors, on va prendre un exemple très concret. Erika est de structure 6, honneur au 6, qu'on appelle parfois le loyaliste. En fin de journée, elle fête les 14 ans de son petit dernier. Autant dire que ça va être la fête. La problématique, c'est qu'il est 7 h du matin et qu'elle a des enjeux importants au travail. Elle a beaucoup de choses à organiser. Elle a tendance à prévoir les pires scénarios et maintenant, elle est en train de voir comment elle pourrait contrer ces pires scénarios qu'elle a imaginés. Autant dire
qu'elle est plutôt sur le versant de son aile en 5, qui est ce besoin de s'isoler, d'organiser sa vie, de s'extraire de l'anxiété, de rationaliser la situation, bref, elle en est là. Une fois qu'elle aura fini sa journée, le soir à 18h, quand elle quitte le bureau, eh bien elle part en élan 7, parce qu'elle fête son anniversaire de son petit dernier. Et vous la retrouvez 1 heure plus tard, elle est en train de rire aux éclats, voilà, sans se prendre la tête, parce que tout le monde l'attendait de toute façon à la sortie de son travail. Vous l'avez dans sa journée, elle est anxieuse, angoissée, et d'une manière générale, elle est dans son élan 5, et en fin de journée, elle est dans son élan 7. Et ça, c'est le propre de toutes les structures. C'est-à-dire quand vous êtes en couple, réellement en couple avec un être, eh bien vous partagez avec lui bien plus que des petits moments. Vous partagez sa vie aussi. Et sa vie est faite d'enjeux. D'enjeux peut-être faciles à vivre, mais aussi d'enjeux moins faciles à vivre. Donc, au sein d'une même journée, vous avez des couples, et peut-être beaucoup de couples, peut-être l'immense majorité des couples, qui vivent des moments de tension, de paix, de tranquillité, de joie, de tristesse. C'est peut-être le lot de la vie d'être mouvante, d'être changeante. Donc, la problématique majeure, on va commencer à l'aborder, c'est qu'en réalité, quand on se met en couple, eh bien, on va demander à l'autre de nous extraire de notre malaise, de notre souffrance. On se sent incomplet, on se sent pas bien, et on se dit plus ou moins inconsciemment, si je suis en couple, si je me mets avec l'autre, l'autre va m'aider à moins ressentir ma tristesse, moins ressentir ma colère, à me sécuriser. Et bien sûr, c'est pas son rôle. Donc il y a toujours l'enjeu, on pourrait dire, le début de la relation, où effectivement on va découvrir l'autre, l'autre va nous plaire, il y a la passion, les relations intimes. Et en fait, ce que ça met en avant, ces moments de bonheur, ça met en avant un problème personnel. C'est-à-dire que quand vous êtes bien au début d'une relation, c'est parce que votre mental est pleinement dans l'instant. Puisque le mental ne recherche rien d'autre que découvrir, eh bien justement, l'autre, être avec l'autre. Et la problématique, c'est que effectivement, le mental se lasse de tout parce qu'il sait ne vivre le mental qu'à travers des pensées qui vont dans le passé ou dans le futur. Et l'autre, qui était si plaisant au début, eh bien, va devenir un objet, entre guillemets, connu pour le mental. Donc, l'autre va lentement ne plus répondre, ne plus m'extraire de la souffrance. Il va plus combler, il va plus me combler de bonheur. Et puis, je vais commencer à voir en l'autre des défauts. Et Erika, qui est de structure 2, admettons, eh bien, son copain est 8, et puis d'un coup, elle voit toutes ces fois où son mari laisse traîner les chaussettes par terre. Et elle se plaint. Mais en réalité, il a toujours été comme ça. C'est juste qu'au début, je ne le voyais pas, parce que mon mental était focalisé sur la joie d'être là maintenant avec cet être qui partage ma vie. Mais le mental se lasse de tout, malheureusement, et donc on va demander à l'autre de changer. En réalité, on demande à l'autre de changer et puis de nous extraire de notre malaise, de notre tristesse. Mais ce n'est pas son rôle. Je sais que ce n'est pas très Walt Disney ce que je suis en train de dire et j'en suis bien désolé, mais un spécialiste du couple, je ne me souviens plus de son nom, je me souviens disait que dans un couple, on est toujours 3. Il y a la première personne, la deuxième personne et le couple. Et d'une manière générale, souvent, eh bien, ces 3 aspects ne sont pas là. Souvent, on va demander, simplement, on va s'oublier pour l'autre. On va être dans une position de sauveur. Là aussi, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai faite qui parle énéagramme et triangle dramatique. La vidéo est là, vous pouvez y aller si vous voulez. Effectivement, en fait, on va souvent rechercher en l'autre ce que l'on ne se donne pas à soi-même. En fait, au début, on était bien en couple parce qu'on donnait à l'autre de l'attention. On était attentionné, on était là pour l'autre. Et à un moment donné, si on n'est pas à l'écoute de soi-même, si on ne se donne pas de l'attention, je ne parle même pas d'amour parce que c'est des mots un peu à la mode, de l'attention, c'est peut-être ça l'amour. L'attention, c'est pas forcément se maquiller, aller au coiffeur et aller à la salle de sport. Ça a sa place, hein, bien évidemment, ça. Non, non, je parle réellement, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Et puis,
m'autoriser à ressentir la vie ici. Est-ce qu'aujourd'hui c'est triste? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a un malaise quelconque? Et en réalité, au lieu d'être là, avec soi-même, on demande à l'autre de nous extraire de ce qu'il y a ici. Et quand on fait ça, on utilise l'autre comme un objet. C'est triste ce que je suis en train de dire, mais on utilise l'autre comme un objet qui est destiné à nous extraire de la souffrance. Je me sens mal, j'ai passé une mauvaise journée au travail, eh bien l'autre doit m'extraire de ça. C'est ça un peu, inconsciemment, qui est sous-entendu. Et c'est pourquoi vous avez tant de couples qui ne durent pas. Parce qu'effectivement, quand on fuit quelque chose, ça le renforce. Donc si je veux fuir mon malaise en allant vers une source de plaisir, cette source de plaisir comporte déjà en elle la souffrance que je fuyais. Donc Erika sort du travail, elle se sent mal, elle se dit je vais me prendre une petite bière, ça va m'extraire mon malaise. Je vais aller faire du shopping, ça va m'extraire mon malaise. Je vais aller voir mon mari, il va me faire un câlin. Je vais aller voir ma femme, elle va me faire un câlin, elle va m'extraire de ma souffrance. Voilà en fait ce que l'on demande à l'autre. On demande à l'autre qui nous empêche de nous ressentir nous-mêmes. Et voilà pourquoi au début les couples passionnés fonctionnent bien, parce que, eh bien, comme je m'oublie complètement dans l'autre, eh bien, je ressens plus ce qui se passe en moi. Et ça, c'est la passion des débuts. Et ça, évidemment, ça ne dure pas. Donc la plus grosse problématique du couple, c'est qu'on est en couple pour les mauvaises raisons. Et donc, vous voyez là, à un moment donné, il n'y a plus de question d'énéagramme, cette idée-là. Puisque quelle que soit la structure, quelle que soit votre structure, que vous soyez 7, 8, 9, 2, peu importe, à partir du moment où vous demandez à l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner, c'est-à-dire de l'attention à vous-même, eh bien vous allez vers le chaos, vous allez vers un échec. Vous allez vers un couple qui va vivre de la tension, de la tristesse, des problématiques. Donc être en couple, c'est parfait. Mais si je ne vais pas bien, je ne peux pas demander à l'autre qu'il aille bien parce que lui-même peut-être a des problématiques qu'il n'a pas réglées. Voilà. Et donc je pense qu'un couple qui dure, c'est un couple qui comprend que c'est aussi accepter bien peut-être les petits défauts de l'autre, et puis accepter que l'autre peut-être n'est pas toujours bien non plus, et puis accepter aussi que l'autre n'est pas là pour remplir le cahier des charges que j'exige, c'est-à-dire je veux de la joie, je veux de la paix, je veux du bien-être, je veux qu'on me distrait en réalité, je veux qu'on me distrait de moi-même. Parce qu'effectivement, si je reste ici, la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Si je suis avec mon corps, je vais ressentir ce qui se passe. Et l'humain ne veut pas ça. Et voilà la problématique majeure. Comme je ne veux pas ça, je regarde le corps de l'autre ou l'être en face de moi et je me dis je vais aller vers ça. Ça commence, pour mal le dire, ça commence par ici, ça commence par soi-même, c'est une évidence. Ici s'arrête cette petite causerie énéagramme, vous voyez c'est dynamique, ne prenez bien sûr que ce qui est bon pour vous dans ces vidéos, de bon cœur. Mes connaissances sont déjà les vôtres parce que effectivement l'énéagramme parle de nous tous et personne mieux que vous ne peut comprendre le fonctionnement de votre mental déjà. Et puis effectivement si on fait une petite un petit résumé, alors effectivement on pourrait dresser un portrait, pour le dire comme ça, une météo des profils en couple, mais ça serait une météo très changeante, en tout cas très instable, parce qu'effectivement c'est que du cas par cas. Et puis d'une manière générale, l'amour, entre guillemets, ou on pourrait dire l'attention, c'est un mot que je préfère beaucoup, l'attention, la présence à soi-même, on pourrait dire à ce qu'on ressent, à la vie d'une manière générale, eh bien, va colorer les relations de manière très différente. Voilà. Quelles que soient les interactions. Et voilà, peut-être une autre limite de l'énéagramme, c'est que l'amour, c'est-à-dire l'acceptation, si vous préférez, et le fait d'avoir envie de ne pas juger l'autre, peut littéralement, dans bien des cas, mettre l'énéagramme sur la touche. Et c'est tant mieux. On le voit avec nos enfants quand on en a, quel que soit leur comportement et quelle que soit leur structure énéagramme, quelle que soit
eh bien, notre structure nous-mêmes. À un moment donné, l'amour permet de tout transcender, l'acceptation, si vous préférez. On s'en fout pas mal, normalement, que notre enfant soit à 8, 4, 7 ou 9 ou je ne sais quoi. C'est notre enfant. Et à un moment donné, quand on est en couple, eh bien, s'il y a eu une attraction pour cet être en face de moi, ben, c'est pas pour rien. Alors bien sûr, parfois il y a des enjeux cachés aussi, hein. Il y a parfois de la reproduction transgénérationnelle. Bien sûr, des fois on voit qu'on est en couple avec un être que l'on aime, mais aussi qui porte les mêmes blessures qu'un parent qu'on avait. C'est intéressant ça aussi, vous pouvez aller voir ça avec un thérapeute potentiellement. Bref, il y a tellement d'enjeux et je pense que vouloir tout faire rentrer dans la case de l'énéagramme, même si l'énéagramme est un système ouvert, je pense que c'était une erreur et que le couple doit rester à quelque chose libre, voilà, libre voilà, du cadre de l'énéagramme. On va le dire comme ça. Ici s'arrête cette petite vidéo, un petit pouce, vous abonner, peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.